Bienvenue dans cette nouvelle édition Culture, dans l'heure que nous allons passer ensemble. Il sera question de mémoire, d'attache et de résurrection. Que ramène-t-on de son passé lorsqu'on est un artiste? En marge des collections couture en France, nous vous montrerons le travail d'une designer éthiopienne. Elle ne fait pas de l'ethnique, mais elle n'oublie rien de ses origines. Pourquoi deux personnes voient différemment un même événement? Qu'est-ce qui se joue dans le cerveau? Nous avons rencontré un illustrateur victime d'un attentat en Israël. Et puis nous irons faire un tour du côté des vieux films qui eux aussi reviennent à la vie après un genre de lifting. Et enfin notre invité sera Boris Cyrulnik, psychiatre, éthologue, neurologue. Vous le savez, l'ensemble de son travail porte sur la résilience, autrement dit la reconstruction après le traumatisme. Boris Cyrulnik, l'homme de la banalité du bien, comme on a pu le lire quelque part. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Avant cela, un retour sur l'une des infos de la semaine. Pour combien 17 milliards d'euros de contrats? Les autorités italiennes ont-elles accepté d'emballer par pudeur les statues d'un des musées du Capitole? Inouï, inimaginable, reddition, soumission, le président iranien Hassan Rouhani aura donc passé 48 heures à Rome sans être heurté. Il aura vu le pape, mais Hassan Rouhani n'aura pas vu au musée notre petite sélection. Leda au cygne et ses seins, Eros à l'arc et sa différence visible, Apollo et son autre différence visible, bien que menue, Saint-Sébastien par Guido Reni, oh là là, presque tout nu, une Vénus d'albâtre et de rondeur. Hassan Rouhani a échappé au baiser de l'amour et de Psyché au Capitole. Il aurait peut-être pu tilter sur ce magnifique chef-d'œuvre de Véronèse qui, pour le coup, a un titre bien adapté à la situation, le rapt d'Europe, tout comme le sein de cette Diane chasseresse, école italienne du XVe siècle. Auraient-elles caché leurs seins? Les mannequins, pendant 3 jours, les merveilles des ateliers couture ont ébloui le monde entier. Dior, Chanel, Boucherat, Jarrard et une poignée d'irréductibles continuent de porter haut les valeurs du savoir-faire et du fait main. On va rester dans la mode avec ce portrait maintenant d'une designer qui a fait de son histoire sa force. Voici Oshrat Feredeh, reportage signé Daniel Campos, Ranchnek avec Sandy Fortis. Dans le très fermé monde de la mode, Israël fait petit à petit sa place sur les podiums. Même si l'événement reste encore confidentiel et très chauvin, en octobre dernier, à la Guindy Fashion Week de Tel Aviv, il y avait tous les styles, de l'original au prétentieux, du classique au style militaire, on a tout vu et on aura remarqué surtout que les podiums étaient bien blancs et que les designers, notamment éthiopiens, brillaient par leur absence. Une situation qui pourrait bien changer grâce à Oshrat Feredeh, israélo-éthiopienne de 31 ans. Je repense à la manière dont ma mère s'habillait quand j'étais petite. Elle s'habillait de façon très soigneuse, les cheveux souvent relevés en chignon. Elle s'investissait beaucoup dans son apparence. Élevée dans la ville d'Ashkelon, au sud d'Israël, Oshrat Feredeh n'a jamais perdu contact avec le monde dont ses parents sont issus. Maintenant que je suis adulte, je pose plus de questions, parce que je suis curieuse et que ça m'intéresse. Mais je n'ai pas été élevée par des parents nostalgiques. Ils voulaient être ici et c'était leur vœu le plus cher. Si la mode israélienne avance à petits pas, ceux d'Oshrat Feredeh sont encore fragiles. Ses créations sont vendues dans 6 boutiques à Tel Aviv, mais elles ont déjà attiré l'attention de célébrités locales et ne sont en aucun cas ethniques. Je n'ai jamais eu le public éthiopien pour cible, parce que mon objectif est de faire connaître ce style au monde. La mode traditionnelle éthiopienne ne reçoit pas suffisamment d'attention. Si vous regardez ce qui en a été fait jusqu'ici dans le monde, vous vous rendrez compte que les choses ont un peu évolué, mais pas tellement auprès du grand public. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Faire appel à des mannequins éthiopiens, mais aussi à des modèles caucasiens pour présenter ses créations, c'est la façon que la créatrice a choisie pour atteindre une clientèle plus large pour sa 2e collection. Plus que jamais, la jeune femme croit au potentiel des modèles de sa marque, Feredeh. Je pense qu'il y a une place pour mes designs dans cette ville, car ma ligne de vêtements ne parle pas seulement à une communauté spécifique.
Je pense que les personnes attirées par mes créations ont un style particulier. Ce sont surtout des femmes qui aiment le style bohémien, avec des manches amples, des lignes souples et de la couleur. Je vois ce style quand je me promène dans la rue. Cinéma maintenant avant les Césars. Petit tour par les Oscars. Le court-métrage Ave Maria est en lice pour la célèbre statuette. Il est drôlissime. Ave Maria, c'est une production française réalisée par un Israélien arabe de Nazareth, Basile Khalil. Ave Maria, c'est l'histoire de 5 nonnes palestiniennes recluses dans un couvent en Cisjordanie. Elles ont fait vœu de silence, sauf que voilà, une famille religieuse des implantations vient percuter le mur du couvent un soir de Shabbat. C'est cocasse, c'est absurde, c'est édifiant. On va regarder un petit bout. Ça va comme ça, mais c'est très très drôle. On va recevoir Boris Cyrulnik dans quelques instants. En attendant, le highlight. Les vieux films ont droit eux aussi à la résilience. Avery Rosensby, Sandy Fortis. Et ça continue, les fans de vieux films toujours contents. Pour la 4e année consécutive, le festival Another Look propose des perles restaurées, l'occasion pour le public israélien de voir des films qui ne passent plus nulle part et en prime en bon état. Cette année, la thématique joue avec la féminité et la masculinité dans le cinéma. À voir donc Les Parapluies de Cherbourg, qui date de 1964, le film polonais Caméra Bœuf de 1979, tout comme le magnifique long-métrage de Chantal Akerman, sorti en 1975, Jeanne Dillman. Un plongeon dans le passé à ne pas manquer de Tel Aviv à Jérusalem, en passant par Holon, Haïfa et Herzliya. Voilà, et notre invité est là, Boris Cyrulnik, bonjour. Vous avez le temps d'aller voir des expos, En Israël, non, je suis juste venu faire un saut. Non, je sais, mais en France, en général. En France, j'adore ça, oui, mais même quand je voyage d'habitude, j'arrache quelques heures pour aller voir des expositions. C'est bien. Voilà, Boris Cyrulnik est notre invité. Il est psychiatre, neurologue, éthologue, auteur prolixe de livres qui poussent à espérer le meilleur. On ne reste pas indifférent à sa voix douce, à ses mots calmes. On a lu quelque part le concernant qu'il incarnait la banalité du bien, ce qui est une formule absolument magnifique et qui, moi, m'a ému. Avec Boris Cyrulnik, s'il le veut bien, nous parlerons de résilience, la grande théorie qui a assis son travail de psychiatre. La résilience, est-ce que c'est de l'oubli? Est-ce que c'est de la survie? Est-ce que c'est de l'optimisme? Est-ce une formule marketing qui a coïncidé avec notre époque, si avide de bien-être? Peut-elle être la même lorsqu'on est juif de la Shoah, juif de France, israélien en guerre ou palestinien? Est-ce qu'on peut prévenir le mal-être? Voilà, on va essayer de ne pas trop plomber la soirée quand même, Boris Cyrulnik, mais on va parler de tout ça si vous voulez bien. Alors, vous êtes en Israël, invité par les amis francophones de l'Université de Tel Aviv, invité par l'Institut français, sur ces thèmes qui vous sont chers. Boris Cyrulnik, le 27 janvier a eu lieu la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Est-ce que ici, en Israël, il y a un frein à la résilience? Non, je pense qu'il y a presque une invitation au processus de résilience, c'est-à-dire que toutes les histoires des peuples sont difficiles et l'histoire du peuple juif est encore plus difficile, donc passionnante, parce qu'elle pose tous les problèmes humains. Donc je pense que le fait d'être juif pose le problème de la résilience. Comment va-t-on faire pour se remettre à vivre malgré les traumas que la plupart des Juifs ont subis? Alors justement, est-ce qu'il n'y aurait pas une double peine? Parce qu'il y a les traumas des Juifs d'Europe de l'Est et l'anéantissement, il y a les traumas des Juifs expulsés des pays arabes, et puis maintenant il y a les Qassam, les attentats. Est-ce que cette 4e génération, voire cette 5e génération d'Israéliens, et encore on parle des Juifs, mais il y a les autres, est-ce qu'elle peut
absorber cette résilience-là? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui sort de là? Je pense que les Juifs n'ont pas le choix, c'est-à-dire qu'ils sont contraints à affronter l'inévitable problème que pose le simple fait d'être juif en Europe ou dans les pays arabes ou maintenant en Israël. Je pense que c'est pas le choix. Donc ou bien il y a une solution tragique, c'est ou bien accepter la défaite, ne plus être juif, mourir, ou bien être contraint à la créativité et à la défense. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Et là, quand vous venez en Israël et que vous donnez des conférences comme ça, est-ce que vous avez peur, je ne pense pas que vous ayez peur, mais est-ce que c'est un public particulier qui vous touche particulièrement? C'est un public particulier parce qu'il connaît très bien la question. De la souffrance, de la non-soumission à la souffrance qui définit la résilience. C'est-à-dire ne pas se soumettre aux épreuves inévitables. C'est ça qui caractérise le processus de résilience. Or, en Israël, c'est embêtant parce que la plupart des gens dans la salle ont une opinion personnelle. Bien sûr. Boris Cyrulnik, on a vu récemment certaines réactions, stupéfiantes face au malheur, face au drame. Voilà, vous avez vu des attaques à la voiture bélier, vous avez vu des attaques au couteau, les Qassam, dans cette violence-là, il y a eu quelques exemples de parents, notamment de mères, qui ont réagi de façon étonnante face à ces drames absolus. Est-ce que vous pensez que Dieu, parfois, peut prendre la forme de la résilience, de votre théorie sur la résilience? Alors, on se pose la question, c'est la question logique, puisque il n'y a pas de culture sans spiritualité. Aucune. Mais Dieu, probablement, le simple fait d'avoir une représentation surnaturelle, métaphysique, fait que ça nous unit. Donc c'est un précieux facteur de résilience. Alors oui, Dieu est un facteur de résilience précieux, au risque de se clore et de se renfermer sur le même Dieu, et dans ce cas-là, on finit par ignorer le Dieu des autres, et là, c'est une préparation à la guerre. C'est pour ça que si souvent Dieu, qui est un facteur de protection et qui est un facteur inévitable de la condition humaine, peut parfois dériver vers un processus totalitaire. Mais alors il faut croire ou il ne faut pas croire? On ne peut pas s'empêcher de croire. C'est-à-dire que tout être humain a une représentation. Nous, êtres humains, on vit dans un monde de représentation. Donc forcément, on habite des mots, on habite des récits. Si on vit au Proche-Orient, dans les pays arabes, on a plus de chances de devenir musulman que juif, surtout maintenant depuis que les juifs ont été chassés des pays arabes. Et inversement, si on vit en Israël, on a plus de chances de devenir juif que musulman, même s'il y a des musulmans en Israël. Donc ça veut dire qu'il y a une cartographie de la croyance et que cette cartographie est liée à l'affection. Si on aime quelqu'un, partager sa croyance en Dieu, c'est lui faire une déclaration d'amour. Donc ça veut dire que on habite le même monde, on se sent en fraternité, et ça c'est un précieux facteur de résilience au risque d'ignorer les autres. Boris Cyrulnik, vous avez dirigé au Moyen-Orient, notamment à l'université de Birzeit, des thèses de palestinienne. Alors je notais palestinienne, j'ai trouvé qu'il y avait des femmes, mais déjà pourquoi pas d'hommes. Et puis mon autre question, c'est qu'est-ce que vous avez entendu de l'histoire de ces palestiniennes? Alors j'ai dirigé des thèses de palestiniennes parce que les femmes sont folles de psychologie. Oula, j'aime pas cette phrase, c'est très sexiste. Elles adorent ça. Ouais, et elles font des bonnes performances, quelle que soit la culture. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça. C'est les femmes qui font des bonnes performances en psychologie. Donc j'ai été invité à l'université de Birzeit. Ils savaient qui ils invitaient. Et j'ai été bien reçu. Donc j'ai dirigé des thèses de palestiniennes et j'ai entendu des choses que je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire que, ça illustre votre question tout à l'heure. Le fait de vivre dans un monde clos finit par faire qu'on ignore totalement qu'il existe d'autres mondes. Et ce que j'ai entendu dans les territoires palestiniens, c'était une seule représentation du monde. C'est-à-dire que la représentation du monde des Juifs n'existait pas. N'existait plus. Seul leur monde comptait. Seul leur monde comptait, c'est une définition de la perversion. La perversion, c'est vivre dans un monde sans altérité. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a pas d'autre conception. Il n'y a donc pas de débat. Il y a une seule vérité. Alors moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Oui. J'ai rencontré des gens qui m'ont bien accueilli, qui ont été tout à fait
agréables avec moi, qui m'ont posé... Quand vous dites bien accueilli en tant que juif ou en tant que psychiatre? Les deux. Ils savaient très bien je leur avais dit bien sûr, ils savaient très bien qui ils invitaient, et je leur avais dit, vous m'invitez au risque, vous prenez le risque de m'inviter. Ils m'ont invité. J'ai été très bien accueilli en tant que personne, juive et psychiatre. On a débattu avec eux des problèmes de la résilience, et j'ai dirigé des thèses sur la résilience de petites Palestiniennes que j'ai invitées en France, et qui sont venues et qui m'ont étonné par elles étaient motivées, mais elles vivaient dans un monde clos, ce qui est la définition de la perversion. Mais je pense que personne ne peut échapper à ça. Je pense que ça peut être vrai aussi pour un juif de vivre dans un monde clos et donc d'arriver à ignorer son voisin ou même d'être heureux s'il meurt. Or, ce que vous venez de dire, beaucoup de juifs ne sont pas heureux si leur voisin meurt, mais pour ça, pour vivre dans un monde de partage, il faut se rencontrer et pouvoir parler, ce qui n'est pas toujours facile. Boris Cyrulnik, on va marquer une toute petite pause, on va regarder un petit sujet culture, on va écouter les infos et on va vous retrouver dans la deuxième partie de cette émission, si vous voulez bien. Bienvenue, c'est le Journal de la Culture, deuxième partie. Nous verrons tout à l'heure une magnifique exposition croisée de la Croix face au moderne. Nous verrons pourquoi deux personnes victimes d'un même trauma n'ont pas le même souvenir. Et puis nous aurons en studio le nouveau duo indie folk israélien Russo et Weinberg. Mais pour le retour de notre invité, Boris Cyrulnik. Voilà, et on retrouve maintenant notre invité Boris Cyrulnik qui a eu la gentillesse d'attendre avec nous. Deuxième partie de votre interview, Boris Cyrulnik. Vous êtes président du prix Annie et Charles Corrin pour la préservation de la mémoire. C'est un prix qui a été créé en 92. Vous succédez à Simone Veil, à André Froissart. C'est un prix qui récompense un travail fait dans des écoles françaises, laïques et républicaines. Et je regardais un peu le nombre de projets. Il y en a cette année 30. L'année dernière aussi. Ça veut dire quoi? Qu'on peut finalement enseigner la Shoah dans les écoles en France aujourd'hui? Alors, on peut enseigner la Shoah. Les enfants sont très intéressés, très demandeurs. Ils font généralement des enquêtes sur la Shoah. C'est une bonne manière de dire que quand même 6 millions de Juifs ont été massacrés parce qu'ils étaient sur Terre. Ils n'avaient pas commis plus de crimes que les autres. Et les enfants sont intéressés et ils veulent comprendre. Ils posent des questions très adultes. Ils veulent comprendre. Alors oui, enfin, vous avez compris ma question. Mais c'est possible, mais c'est combattu. C'est-à-dire que beaucoup de professeurs dans les écoles disent que dès qu'ils prononcent le mot Shoah en France, il y a très souvent dans la classe des enfants qui disent ça n'a pas existé, ou ce que j'ai entendu depuis la Libération, encore la Shoah. Alors à la Libération on disait pas la Shoah, mais pendant la guerre, quand Charles Maurras a entendu parler de la rafle du Veldiv et des massacres à Auschwitz, il a dit « Méfions-nous, il faudra vérifier, les Juifs se plaignent toujours. » Charles Maurras. Et j'ai les lettres chez moi, donc ça a été publié. Donc ça veut dire que le négationnisme a commencé pendant la guerre. Et après la guerre, je l'ai subi, puisque les gens éclataient de rire quand je leur racontais ce qui m'était arrivé, parce que c'était tellement incroyable que les gens incroyables. Donc le négationnisme protège les gens et que actuellement encore, au nom de la défense des Palestiniens, un nouveau négationnisme est en train d'apparaître. Alors oui, quand beaucoup de professeurs désirent enseigner la Shoah, et ils le font très bien. Et beaucoup d'enfants jouent le jeu et font de très belles enquêtes pour comprendre ce crime qui s'est passé et l'antisémitisme existe encore. Mais il y a des gens qui s'y opposent encore exactement dans la même attitude que Charles Maurras pendant la guerre, Non mais voilà, je regardais le nombre de projets et puis quand on voit le succès d'un film comme Les Héritiers par exemple, qui est un tout petit peu inspiré de ce fameux prix Corrin, on peut se dire que, voilà, c'est pas de la résilience, c'est pas de l'optimisme, mais de voir peut-être le bon côté des choses qu'on peut encore enseigner. C'est possible, mais c'est combattu. Il y a 5-6 ans, le BDS n'existait pas, Boris, enfin n'existait pas, était moins puissant qu'aujourd'hui, et il n'y avait pas eu les attentats, la barbarie, les morts de juifs assassinés et un peu partout, et notamment en France. Vous avez eu des
problème. Vous nous racontiez à propos de cette difficulté d'être juif et de recevoir des Israéliens en France. Est-ce que vous pouvez nous le raconter? Alors, non, moi j'invite des Israéliens en France et les gens, on les accueille très bien, vous savez. À Toulouse, oui. Non, je sais, mais vous nous disiez qu'à Toulouse, vous aviez eu... Alors, nous, on les accueille très bien. Les Israéliens ont beaucoup de choses à nous apprendre, à nous faire comprendre, mais dans les universités, par exemple Sam Tiano, qui m'invite pour la journée sur la résilience, qui est professeur à Tel Aviv, et qui organise avec Shaul Harel demain l'université sur la résilience, il a été fait honoris causa à l'université de Toulouse, ce qui est une belle récompense pour toute sa carrière. C'était avant, il faut préciser que c'était avant Et c'était avant les attentats. Et il n'a pas pu recevoir son prix, et la cérémonie était prête, parce que c'était un Israélien et parce que des pro-palestiniens français ont bloqué l'université et l'ont empêché d'entrer. Donc ça, c'est une méthode terroriste. Et c'est une méthode totalitaire, comme les Allemands, comme beaucoup d'autres régimes. J'ai dit les Allemands, je gomme. J'aurais dû dire les nazis. C'est la méthode qui empêche le débat, c'est-à-dire c'est la méthode totalitaire. Il n'y en a qu'un seul qui a dit la vérité, c'est mon chef. Et moi, je répète la voix de mon chef, je perds tout accès au jugement. C'est ce qui s'est passé pour Sam Tiano, c'est ce qui arrive encore parfois en France. Qui arrive beaucoup, souvent. Boris Cyrulnik, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous racontiez votre histoire, les gens riaient. Vous avez été enfant caché en 1942. Alors, en fonction des recherches sur Internet, on ne sait pas si vous avez été caché, si vous êtes enfui. Bon, c'est sûr que c'était à Bordeaux. Est-ce que c'est une infirmière qui vous a sauvé? En tout cas, vos 2 parents ont été déportés. Boris Cyrulnik, est-ce que si vous n'aviez pas eu cette histoire-là, est-ce que vous seriez devenu ce que vous êtes aujourd'hui? Un homme qui dit des choses bonnes, un homme qui fait du bien, la banalité du bien, comme je disais tout à l'heure? Non, pour moi, la réponse est claire. Si presque toute ma famille a disparu, j'ai été arrêté à l'âge de 6 ans et demi et j'entendais très bien qu'on voulait me tuer, c'était facile à comprendre. Et je pense que si je n'avais pas connu cette catastrophe dans mon enfance, si j'avais été équilibré, je serais devenu menuisier comme mon père, ébéniste. Mais comme j'avais un problème à résoudre, je suis devenu psychiatre comme beaucoup de juifs, ou psychanalyste comme beaucoup de juifs, parce que voilà, ça c'est la force de la réaction juive, c'est un facteur de résilience. C'est-à-dire que j'étais contraint, pour reprendre ma liberté, j'étais contraint de comprendre ce qui s'était passé pour pouvoir dominer le problème. Pendant la guerre, j'avais été une chose, condamné à mort. Ma famille, je savais que c'était condamné à mort, puisque ma famille avait disparu, et que j'avais compris, pendant la guerre, j'avais compris que je ne la reverrais jamais. Donc j'étais condamné à mort. Ou bien je restais mort, ce qui est arrivé à certains juifs, ou bien je restais mort, ou bien j'affrontais. J'étais trop petit pour affronter par les armes, donc j'ai affronté par la compréhension. Il fallait que je comprenne ce qui s'était passé pour reprendre un peu de liberté intime. Donc ça m'a rendu complètement psychiatre et j'ai compris beaucoup de choses, mais pas la Shoah. J'ai toujours pas compris la Shoah. Vous avez dû rencontrer des enfants déportés, des petits-enfants de déportés qui, bien évidemment, comme nous tous d'ailleurs, ne comprenions toujours pas ce que c'est, et qui n'arrivent pas, voilà, comme vous, à faire ce travail-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Qu'est-ce que vous avez pu leur dire? Alors, je pense que j'ai cru que c'était la psychiatrie qui permettrait de répondre à cette question vitale pour nous, vitale. C'est pas la psychiatrie, c'est un délire logique. C'est un phénomène psychosocial qui arrive dans beaucoup de cultures. C'est arrivé en Allemagne, qui est une belle culture. La culture germanique était belle. Mais en 10 ans, il y a eu une épidémie de croyances, une épidémie psychique qu'on a appelée le nazisme. Mais ça c'est arrivé dans d'autres pays et c'est en train de se repréparer. On voit exactement le même processus apparaître dans beaucoup de pays arabes. C'est-à-dire qu'on voit exactement le même langage, les mêmes formules réapparaître, le même processus d'exaltation, de croyance. C'est-à-dire que c'est un phénomène d'emprise, un phénomène de possession où on voit que les gens sont heureux de se soumettre à une représentation qui les mène à la mort en extase, le martyr. Il y a une phrase de la grammaire nazie qui sort des camps, qui dit « Ici, il n'y a pas de pourquoi ». Voilà.
Est-ce que c'est cette phrase-là qu'on peut appliquer aussi à il n'y a pas de pourquoi, cette espèce de démonstration de violence Es ist kein Warum. Le fait de ne pas se poser de questions, c'est se soumettre à la loi d'un chef en perdant sa liberté intime. Il y a beaucoup de gens qui adorent ça, parce que réfléchir, c'est fatigant. Il faut lire, il faut rencontrer, il faut voyager, il faut douter. Et le doute, c'est le premier degré de liberté. Je doute, donc j'ai le choix entre cette solution ou celle-là. Mais c'est pas ce qui donne le pouvoir. Ce qui mène au pouvoir, c'est la rapidité de réaction. Et pour ça, il faut avoir un chef, un slogan. Et le slogan, c'est excellent pour la publicité, c'est excellent pour déclencher les phénomènes de masse. Et les masses sont manipulées comme un seul homme. C'est la phrase qu'emploient beaucoup de dictateurs. Je veux que tout le monde réponde comme un seul homme. C'est-à-dire, il faut ne plus penser, il faut être robotisé. Il faut perdre son jugement et ça rend heureux beaucoup de gens, parce qu'à ce moment-là, ils sont convaincus d'avoir la raison avec eux et ils passent à l'acte sans jugement. Ils donnent la mort et ils désirent la mort qui, pour eux, prend une signification différente, c'est-à-dire que je vivrai encore mieux une fois que je serai mort. Vous m'aidez à terminer cet entretien, Boris Cyrulnik, avec le mot heureux. On va essayer de... Voilà, on va parler de dépression. C'est un peu plus léger que la mort et la barbarie. On est dans une époque où on veut tous être heureux. Tout le monde veut être heureux, tout le monde veut du bien-être. Et c'est ma dernière question, Boris Cyrulnik. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'être heureux? Vous avez fait des travaux avec, voilà, sur cette aspiration au bonheur. Alors, je pense que le mot bonheur est un mot tellement hétérogène qu'on ne sait pas très bien de quoi ça parle. Je pense qu'en fait, moi personnellement, j'emploie le mot bonheur comme c'est une bonne heure, c'est-à-dire c'est un moment de bonheur. Donc il y a des moments où on éprouve du plaisir à vivre. Or, notre liberté, c'est de chercher à s'organiser de façon à créer des moments de bonheur pour éprouver de plus en plus de plaisir à vivre. Ça, c'est possible. Mais là, aujourd'hui, c'est possible. Là, avec la France qui consomme des médicaments, le taux de dépression en France, mais même en Europe, dans les pays occidentalisés, dans tous ces pays de consommation, de plaisir. Est-ce que c'est possible? Alors moi, je pense que l'angoisse, c'est le prix de la liberté. Et je pense que la soumission, arrêter de penser, c'est une forme d'aliénation bienheureuse. C'est-à-dire que ne plus réfléchir, il y a beaucoup de gens qui adorent ça, parce que ça leur donne des convictions. Ben, c'est ce que vous disiez, les terroristes, mais on a aussi les religieux, on a aussi les sectes. Alors, oui, absolument. Non, mais c'est ce que vous nous conseillez ou ce que vous nous déconseillez? Je suis perdue là. J'éprouve le plaisir du doute. Pour moi, j'éprouve le plaisir d'être étonné. Si on n'est pas d'accord, je vais être content, à condition que vous ne vouliez pas me tuer, à condition que vous vouliez bien argumenter avec moi. Notre désaccord va être un enrichissement. Je vais citer des auteurs, je vais essayer de vous convaincre, et on va aller ensuite, on ira au restaurant pour chercher à se convaincre, et on va créer des moments de bonheur, des moments de lecture. Le cinéma, la littérature, qui sont des grands moments de bonheur, jouent un rôle majeur dans la manière de vivre ensemble. Donc créer l'art est un facteur de résilience précieux. Écoutez, c'est parfait, vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans le journal de la culture. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik. Merci de m'avoir invité, merci. C'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal Culture, une idée de sortie, l'exposition étonnante et assez maligne, organisée à Londres autour de Delacroix, Avery Rosensby avec Sandy Fortis. En mettant Delacroix face au grand maître moderne, la National Gallery de Londres pointe l'influence du peintre français sur les générations d'artistes qui ont suivi. On retrouve ses couleurs vibrantes, ses formes et son expressivité dans le style de Matisse, Kandinsky ou Van Gogh. Aux côtés d'artistes contemporains tels que Courbet et Géricault, l'exposition retrace 50 ans de son héritage et l'impact qu'il a eu sur de nombreux artistes du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle. On va rester dans la thématique de cette émission consacrée à la mémoire, aux souvenirs et à ce qu'on en fait avec ce reportage réalisé par Uri Shapira et Ran Schneck. Pourquoi sur un même événement, il peut y avoir deux perceptions? Reportage. Philippe est dessinateur et animateur, il a une trentaine d'années et a grandi et étudié à Jérusalem pendant l'une des périodes les plus difficiles que la ville ait connue, la deuxième intifada au début des années 2000, qui a suivi l'échec des pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens.
À cette époque, Jérusalem était la cible d'attentats quotidiens. Philippe se souvient particulièrement de celui du 1er décembre 2001, un attentat suicide de 2 terroristes au centre de Jérusalem, une explosion qui a fait 11 morts et de nombreux autres blessés. Il était assis à la terrasse d'un café, tout près. Nous n'avons pas entendu l'explosion, mais j'ai senti le bar trembler. Dans les yeux des gens, il n'y avait que l'horreur et la terreur. J'ai couru à l'intérieur et j'ai vu mon ami. Il était assis là, couvert de sang, le regard perdu dans le vide. La première chose que j'ai faite, c'est essayer de lui parler. Quelques secondes plus tard, la police et les ambulances sont arrivés et l'ont emmené. Des années plus tard, lors d'une rencontre avec son ami blessé ce jour-là, Philippe se rend compte qu'ils avaient tous deux des souvenirs bien différents de cet événement. Il m'a dit « Oui, c'est une nuit complètement folle ». Je lui ai demandé de quoi il se souvenait et il m'a dit « Je me souviens d'avoir couru à l'endroit de l'attaque et d'avoir aidé à transporter les brancards ». Il se souvient d'une version complètement différente. Alors que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? Comment deux personnes qui ont vécu la même expérience peuvent-ils avoir des souvenirs différents d'un même événement ? Une question à laquelle l'ancien président de l'Association européenne pour le trauma et la dissociation tente de répondre. Il est possible que l'un d'entre eux ait embelli ou changé une partie de l'histoire pour ne pas ressentir cette honte qu'on a quand on est impuissant. D'après le professeur Sommer, les distorsions de la mémoire sont un phénomène courant dans les cas de traumatisme grave. Dans de nombreux cas, l'essence de ce qui s'est réellement passé reste malgré tout dans un coin de la mémoire des victimes. 15 ans plus tard, les souvenirs de cette période qui a fait plus de 4000 victimes israéliennes et palestiniennes hantent toujours les rescapés des attentats et certains font tout pour oublier. Une mission difficile quand leur quotidien est aujourd'hui encore rythmé par les attaques au couteau ou à la voiture bélier. Voilà, on se quitte en musique avec le duo Russo et Weinberg, tout sucre, tout miel. Merci à toute l'équipe. N'oubliez pas le replay. Bye bye. Don't hide the tears, 'cause I know